Dans la tête d'un coureur, le grand débriefing des mondiaux de Tokyo. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur en direct de Bordeaux. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial dédié au championnat du monde de 2025. Une semaine s'est écoulée depuis la fin des mondiaux de Tokyo et c'est le moment parfait pour prendre un peu de recul et discuter de tout ça. Dans cet épisode, on va revenir sur les performances marquantes, les surprises, les déceptions, mais aussi les histoires humaines qui nous rappellent pourquoi on aime tant ce sport et des petites anecdotes. Il y en a eu pas mal sur cette édition. Un débrief sans langue de bois, mais avec beaucoup de passion. Et pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités du jour. On commence avec quelqu'un qui connaît la piste comme sa poche. Athlète licenciée au Stade Bordelais Athlétisme, elle est aussi capitaine des Adidas Runner Bordeaux. Bref, une personne qui compte dans la communauté running bordelaise. Salut Margot, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis nous accueillir chez toi à Bordeaux. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour, en effet, je m'occupe de la communauté Adidas Runner à Bordeaux. Ça court bien à Bordeaux ? Ça court. Vous n'êtes pas fait envahir par la mode du trail là ? Il y a encore un petit peu de coureurs sur route ou ça va, vous tenez bon la baraque ? Il y a un peu de tout. On a de tout coureurs, tout type de coureurs, à vrai dire. Et à ses côtés, j'ai le plaisir d'avoir un duo que vous connaissez peut-être déjà bien si vous suivez l'actu running sur les réseaux. Charles Perrault et Vincent Kermarek, cofondateurs de TRC et de The Running Collective, le premier comparateur 100% dédié à l'équipement trail et running et même athlétisme. Ce que j'adore avec vous deux, messieurs, c'est que même si vous êtes associés, vous n'avez pas forcément toujours la même opinion sur le sport. Et ça, c'est tant mieux parce que ça promet des débats animés et des regards peut-être un peu différents sur ces mondiaux. Salut Charles, salut Vincent, heureux de vous savoir parmi nous aujourd'hui, pas trop triste de quitter la Bretagne pour venir un peu dans le sud-ouest pour parler athlé. Bah non, ça fait plaisir de voir un peu de soleil parce que là en ce moment on est souvent sous la pluie quand même. Ouais, après le sud-ouest. Là pour le coup, tu disais qu'on n'allait pas être d'accord, mais malheureusement je ne peux qu'abonder dans ce sens. Bon, remarque, Bordeaux, c'est pas forcément la ville où il fait. Je crois qu'il pleut plus qu'à ouais. Brest en termes de pluviométrie. Ouais, ça pleut pas mal. Là. Tu confirmes, Margot, ici c'est pas simple de s'entraîner. Parce que moi j'ai quelques amis bordelais et ils me disent faut aimer la pluie quand même ici. On a un peu de chance récemment, mais oui, l'hiver c'est compliqué. Océanique. Alors, messieurs, on ne pouvait pas commencer ce débriefing sans remettre un petit peu de contexte. Ces championnats du monde, c'était le premier grand rendez-vous après les Jeux Olympiques de Paris 2024, déjà un an. Ouais, c'est fou quand même comme le temps. C'est fou, moi je ne l'ai pas vu passer cette année. Et voilà, je pense qu'on avait tous envie de revoir un peu des enjeux, des belles images. On avait des attentes, des ambitions, des envies de médailles aussi. Vincent, selon toi, après des Jeux Olympiques, au niveau athlé, qui avait été quand même en demi-teinte pour le fond et le demi-fond français, à quoi est-ce que tu t'attendais ? Est-ce que tu t'attendais plutôt à une revanche, plutôt à une confirmation de ce qui s'était passé sur Paris 2024 ? Dans quel état d'esprit tu étais avant justement ces mondiaux ? Je pense que déjà une année post-olympique, elle est toujours compliquée pour pas mal d'athlètes qui ont vécu les Jeux, parce que les Jeux, c'est quand même une préparation de 4 ans qui est longue. C'est dur de se réinvestir derrière. En termes d'attente, je m'attendais pas à grand. C'est dur de s'attendre à quelque chose en fait, parce que si on regarde historiquement sur une période longue, déjà il y a eu que 9 champions du monde français dans l'histoire, donc c'est quand même assez peu. Donc je n'avais pas vraiment d'idée de statistiques de médailles. J'espérais faire que ce soit mieux évidemment qu'à Paris, donc il y ait plus qu'une médaille, mais je n'aurais pas été si surpris que ça s'il y avait eu 0 malheureusement. Donc le fait que là il y en ait 2, évidemment, t'attendais de voir quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours dur de se projeter parce que quand on regarde la liste, la sélection avant, qu'on regarde les perfs, on se dit on pouvait faire. Je pense que les athlètes français pouvaient faire peut-être au maximum 5-6 médailles, ce qui aurait été une très grosse performance à la hauteur de ce qui avait été fait à Paris en 2003. Mais voilà, ça arrivait une fois dans l'histoire, donc je pense qu'il faut être aussi réaliste. On ne pouvait pas s'attendre à aller concurrencer les États-Unis, c'est sûr, mais même d'autres pays qui sont quand même plus habitués que la France à réaliser des médailles aux mondiaux. Et si je reviens sur la polémique de l'année dernière avec David Douillet, ce à quoi Gressier avait répondu que l'athlétisme c'était quand même un sport où il y avait énormément de concurrence au niveau mondial. Bon là c'était la même chose, c'est les mêmes athlètes qui sont aux JO qu'aux mondiaux. Toutes les nations sont représentées, donc c'est quand même, il y a une concurrence qui est très forte.
Donc difficile, il est d'autant plus difficile dans ce sport-là de faire des médailles. D'accord, mais on nous parlait quand même de l'héritage des Jeux. On sait aussi que côté Fédé, il y a un peu de changement avec voilà, Jean Galfion qui arrive un peu sur la haute performance, hein, même si il prend poste, je crois, après les mondiaux justement. Mais voilà, une nouvelle équipe aussi. Charles, toi qui est proche justement du terrain, des coulisses, et des teams, est-ce que tu avais quand même senti un petit changement d'état d'esprit depuis l'an dernier? Peut-être plus d'ambition, plus de pression, ou est-ce qu'on restait un peu sur les mêmes habitudes? Je pense qu'il y a un réel changement de génération. Avant, on avait quand même une équipe de France, il faut se le dire, vieillissante. Hein, nos têtes d'affiche étaient Kevin Meyer, Renaud Lavillenie, qui sont quand même de plus en plus vieux. Et là, on arrive avec quand même pas mal de jeunes qui ont tapé. Quand on voit Étienne Daguinos, Panselmini, c'est des très très jeunes athlètes. Ouais, Sarah aussi. Ouais. Voilà, c'est des jeunes. Et eux, ils ont une ambition 2028. Ça, c'est Los Angeles 2028. Et ils sont déjà finalistes. Ils ont déjà fait des grands championnats. Donc, ils arrivent très très tôt sur le haut niveau avec des très très gros chronos. Et je pense que voilà, on a des bonnes chances de médailles à l'avenir. On a une équipe de France qui se structure, comme tu l'as dit, Jean Galfion. On a des très très bons coachs. Vous y croyez ça d'ailleurs, Jean Galfion, un peu? Ouais, je pense, parce que les Bretons, peut-être que ça aide aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est des personnalités. Je pense que c'est avant tout ça, c'est des gens, c'est des meneurs d'hommes, c'est des gens qui vont donner un cap. C'est pas forcément des gens qui vont énormément parler. Qui sont respectés aussi. Voilà, hein. qui sont respectés, qui sont capables d'emmener les gens avec eux. Je pense que voilà, Jean, il a peut-être cette capacité-là. Je pense que c'est plus un taiseux qu'un quelqu'un qui va beaucoup parler. Pour connaître au niveau Bretagne, il est investi au CA Bigoudin, un club du Finistère depuis des années. On le voit sur les compétitions, donc il n'a pas rompu notamment tout le contact avec le monde de l'athlétisme. Je pense qu'il connaît le terrain. Il est discret, on le voit sur les compétitions. Nous, dans le 29, il se met pas extrêmement en avant, mais il est présent. Donc il connaît le terrain en tout cas. Bon, ça fait plaisir en tout cas, je pense. On est tous contents de le revoir sur une piste d'athlée après son petit passage du côté de la voile. Margot, toi qui est chez les Adidas Runner, on sait quand même qu'au niveau audience, au niveau téléspectateurs, ces championnats ont quand même attiré les foules. France Télévisions a noté des bonnes performances d'audience d'audimat, et ça fait plaisir parce que du coup on a aussi besoin de cette vitrine pour mettre en avant l'athlétisme. On sait qu'après les clubs ils font le plein parce que le petit enfant de 8-9 ans qui regarde la télé, on l'a tous été autour de cette table, j'imagine, ça donne envie d'aller s'inscrire, et c'est comme ça aussi qu'on crée la relève. Est-ce que toi tu as senti un peu l'engouement auprès des coureurs, des joggers, tu vois, sur Bordeaux? Est-ce que ça les intéresse, les mondiaux d'athlètes, ou finalement c'est un sujet, voilà, la piste qui les intéresse pas plus que ça? Si, alors après moi, premièrement, j'ai beaucoup suivi derrière ma télé. Mais oui, pour ma communauté, ça intéresse pas forcément tout le monde. Ou en tout cas, les têtes d'affiche ont peut-être plus d'intérêt, entre guillemets. Mais oui, ça reste quand même très intéressant, et surtout beaucoup d'émotions. Pour ma part... de regarder ces jeux, voilà. On avait quand même des têtes d'affiche, quoi. Tu vois, on peut effectivement parler de Azedine Habs qui venait quand même de claquer le record de France sur 1500 mètres au meeting de Paris, 3:27,49, meilleure performance mondiale de l'année. Jimmy Gressier qui enchaînait les records plutôt sur route, et voilà, qu'on savait très fort, qui a remporté la Diamond League, qui est quand même un peu la Champions League du meeting, des meetings d'athlètes, où la performance elle est énorme. Et puis on avait aussi un groupe d'outsiders capable de créer la surprise. Je vais en citer quelques-uns, mais on peut parler de Renelle Lamotte, Sarah Madeleine, Gabriel Tual, Étienne Daguinos, Yann Schrum, Nicolas Marie-Daru, qu'on sait aussi très, très, très efficace. Elle avait de la gueule quand même, cette équipe de France. Est-ce qu'on n'avait pas quand même de bonnes raisons d'y croire, d'espérer des médailles, des finales? Moi, je suis surpris, toi Vincent, tu me disais tout à l'heure, moi je ne m'attendais pas à grand-chose. Moi je pense que quand même elle avait de la gueule, quoi, cette équipe. Oui, mais au niveau mondial, en fait, si tu regardes le classement mondial, à part Asdin qui était numéro 1 mondial, Jimmy qui avait gagné la Diamond League, quelques hurdlers, en réalité, atteindre la finale et réaliser une place de finaliste, c'était déjà une très grande performance. Et c'est ça que les gens aussi doivent se rendre compte, c'est que si on suit au niveau international, certes le niveau français est en train de progresser énormément, et c'est tant mieux, les chronos s'améliorent, mais au niveau international aussi, si on prend le 1500 mètres féminin par exemple,
Je trouve que Sarah Madeleine a réalisé une performance extraordinaire. Elle réalise son record en finale, elle fait finaliste, elle va titiller Faith Kipyegon en série. Mais voilà, elle fait 3,58 en finale, c'est une performance extra, c'est la deuxième meilleure performance française de tous les temps, je crois, derrière Agathe Guimau. Mais voilà, devant Faith Kipyegon, c'est record woman du monde, c'est 3,48 je crois maintenant, c'est 10 secondes plus rapide. En fait, c'est ça qui est beau et en même temps terrible, c'est que y a quelques extraterrestres au niveau mondial qui font que c'est dur d'aller chercher des médailles. C'est pareil à la perche avec un Thibaut Collet qui fait un super concours, mais déjà t'es sûr la densité énorme. en fait voilà, et puis déjà t'es classé sur 2 parce qu'il y a une place qui est déjà réservée. Donc voilà, en fait je pense pas que c'est pas méchant en tout cas de dire que je m'attendais pas à avoir 10 médailles. En fait, c'est assez réaliste. Et puis d'un point de vue, comme je redis, d'un point de contexte historique, on a eu 9 champions du monde. Et à part Paris 2003, je sais plus c'est quoi le nombre de records de médailles. Mais Rio 2016 où il y a eu pas mal de médailles sur l'athlète, je crois. Rio, c'était Rio à solide. l'époque, justement. Et en fait, la seule course où tu as eu des surprises, enfin, on va dire, tu as eu toutes les courses qui ont été, on va dire, sur un système tactique. Il y a eu des surprises, tu vois. Je prends l'exemple du 3000 steeple, surprise. L'exemple du 1500, va sortir le portugais, franchement, improbable. Avoir aussi de nouveaux médaillés sur le 5000 européen, va les trouver. Enfin, franchement, en fait, il y avait des opportunités. Après, les opportunités, elles sont là pour être saisies. Soit t'es là, soit t'es pas là. Mais il faut être présent le jour J, quoi. Tu vois, mais c'est là où je vais quand même mettre un peu de nuance dans ce que tu dis. Effectivement, on a un athlète, tu le disais, avec les propos de David Douillet, où il y a une densité mondiale qui est très forte. Mais quand même, quand on voit les Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est 18 millions d'habitants. Tu vois, c'est pas la Chine ou les États-Unis, tu vois. D'accord. Ils décrochent, ils te font 4e nation, ils te décrochent 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze, 2 médailles d'argent. Devant nous, on a quand même la Suède, on a l'Espagne, on a l'Italie, on a le Portugal, qui sont quand même pas des nations très connues pour l'athlétisme. Alors, on sauve l'honneur, on est devant les Anglais, et ça, être devant la Grande-Bretagne, quand même, franchement, ça fait plaisir, qu'ils sont 21e. Eux aussi, les pauvres, ils ont pris cher. Est-ce qu'on se cherche pas un peu trop des excuses, quand même, franchement, pour un pays comme la France, qui est quand même une nation sportive? On a eu des grands champions depuis les années 1900, tu vois, depuis le début du sport olympisme, quand même. On est quand même le pays, tu vois. Je pense qu'on a eu des grands Coubertin, champions, mais quoi, tu vois. Je pense qu'on se trouve un peu des excuses là. Moi, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je pense qu'on aurait pu espérer plus de cette équipe. Je pense qu'on a des grands champions, mais est-ce que ces champions, c'est pas des anomalies finalement? Tu vois, est-ce qu'on a vraiment, tu parlais des Pays-Bas, est-ce qu'on a un système sportif en France qui est aussi développé que celui des Pays-Bas? Je connais pas le système des Pays-Bas, hein, mais a priori il est efficace puisque, comme tu l'as dit, ils font 4e nation, ils sont tout le temps présents. Je sais que le coach, il y a un coach référent là aux Pays-Bas, son nom m'échappe, mais qui est une référence en tout cas dans le monde de l'athlétisme. Est-ce qu'ils n'ont pas un programme au niveau du pays, déjà au niveau de l'école, c'est un débat qui est voilà, on revient toujours dessus, hein, mais c'est ce que Kevin Mayer avait aussi dit il y a quelques années. En fait, est-ce que les talents, je suis d'accord avec toi, hein, 18 millions versus 70 millions d'habitants, c'est sûr qu'il y a des talents en France. Mais il y a aussi les infrastructures, on a l'INSEP. On a un INSEP. Ouais, mais l'INSEP, qui en Europe a l'INSEP? Il y a période, mais les athlètes ne veulent pas y aller. Ouais, mais enfin, tu vois, on a parce quand même l'INSEP. Tu dois définir tes coachs, tu peux pas choisir tes coachs. C'est une structure qui est assez spéciale, tu vois. En fait, les gens. Aux États-Unis, tu as un INSEP dans chaque université. Non, mais on va mettre de côté les Américains, on va mettre de côté les Chinois, peut-être les Russes dans une moindre mesure, même si c'est plus trop d'actualité. On va même, si on reste au niveau de l'Europe, on a quand même les infrastructures. Excusez-moi. On a une piste dans chaque ville. Il y a des villes où vous avez 2 pistes. Allez au Portugal, allez à Lisbonne, ou allez à Porto, vous avez une piste universitaire. Tu n'as pas accès, tu peux pas y aller. En France, on a des pistes à chaque coin de rue. On a quand même une culture sportive. On a quand même l'UNSS, alors même si c'est un peu en difficulté. On a quand même des beaux atouts. L'INSEP, je connais pas le budget de l'INSEP à l'année, mais j'imagine que c'est quand même payé par. Alors c'est aussi maintenant le privé plus que le contribuable, mais ça coûte quand même des sous. Comment vous l'expliquez aujourd'hui ça, alors qu'on est très bon en foot, on est très bon en rugby, la natation aussi, on a des meilleures époques que d'autres, mais voilà, même en golf, on est bon. Enfin, je veux dire. Moi, je pense que le truc, c'est qu'on est moyen, bons. C'est qu'on va avoir une énorme densité. Tu vois, on a sur le 1500 mètres, une nouvelle fois, on a plus de 10 personnes qui sont en moins de quasiment 3,35. On a sur le 800 mètres, on a plein de gars qui sont aux alentours des 1,45. 1,44. C'est des chronos où des nations, typiquement comme l'Allemagne, ils rêveraient d'avoir, ils en ont difficilement un ou deux.
Sauf que en fait, nous, on est très très bon pour aller chercher à avoir une grosse densité de coureurs. On voit le nombre de personnes maintenant qui sont capables de se professionnaliser. Il y a de plus en plus de professionnels en France et c'est trop bien qu'on puisse aider ces athlètes-là. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, d'un point de vue structurel, quand on arrive au top niveau mondial, est-ce qu'on a cet accompagnement-là nécessaire pour les emmener aux meilleures places mondiales ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a les marques, les aident beaucoup, c'est leur principal sponsor. Mais derrière, est-ce que la Fédé se donne les moyens de les accompagner ? À l'heure actuelle, je ne pense pas assez. C'est ce que dit notre seul médaillé d'ailleurs. Jimmy Gressier, seul médaillé de l'équipe de France, c'est un des athlètes, et c'est aussi parce que lui allait le chercher, mais c'est un des athlètes les mieux accompagnés aujourd'hui, les plus à l'aise financièrement. Par son contrat avec Kiprun aujourd'hui et tous ses autres partenaires. Il le dit lui-même que si les athlètes à l'INSEP, ce qui prouve quand même que l'INSEP, on peut quand même sortir des champions. Mais il a fait aussi avec son groupe d'entraînement à l'INSEP, il a fait en sorte que ses co-entraînés puissent bénéficier François aussi Adrien, de son aura et de certains de ses partenariats. Et d'ailleurs, il y a eu des résultats cette année. Flavien Sot, qui s'entraîne avec lui, a fait la 3e meilleure performance française de tous les temps sur 1500 mètres, 3,30. Bon, il n'a pas été sélectionné parce qu'il fait 4e, je crois, aux élites ou 5e. Mais voilà, est-ce que un Jimmy Gressier aujourd'hui, qui est donc notre seul médaillé, qui est un ovni quand même, il faut le dire depuis des années, est-ce qu'il représente tous les athlètes ? Je suis pas sûr. Jimmy Gressier qui sauve les meubles, parce que sans Jimmy, on repart avec un 0 pointé. À chaque fois, on a notre petite. Il y a toujours un arbre. Ouais, il y a toujours un petit arbre. L'arbre qui cache un peu la forêt. Ouais, mais Jimmy, pour moi, c'est effectivement, ce sera intéressant de comprendre justement pourquoi Jimmy performe et arrive à performer. Moi, ma conviction, mais ce n'est que la mienne, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur les autres. Je pense qu'il ne compte pas sur sa fédération, qui ne compte pas aussi sur... Certes, il a l'appui de l'INSEP. Je pense que ça a changé là. C'est en train de changer. Ouais. Oui, mais c'est quelqu'un qui est allé chercher ses sponsors. Enfin, tu connais Jimmy, bien sûr, qui va chercher le conseil régional du machin de Boulogne, de l'entreprise de trucs, de bidules, qui va créer justement une structure parce qu'il sait qu'il a besoin de moyens pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a su démarcher les bons partenaires. C'est quelqu'un qui n'a pas regardé les réseaux sociaux en se disant il y a les influenceurs d'un côté et les athlètes de l'autre. Nous, on touche pas aux réseaux sociaux, mon Dieu, ça va nous salir. Qui a joué le jeu de ça, qui a créé une communauté. Donc, du coup, qui a réussi à mieux négocier, tu vois, ses moyens, c'est ci, c'est ça. Qui a réussi à structurer aussi sa team. On parlait de François, Adrien Taourgé aussi, avec qui ils ont une vraie stratégie aussi pensée pour les grands championnats, parce qu'on sait qu'avec son équipe, ils ont vraiment intelligemment prévu ça, quitte à faire l'impasse sur des courses un peu du village, des machins, ou que le sponsor il veut que tu cours, machin, donc il y a aussi un parti pris, mais parce qu'il s'est pris en main. Parce que voilà, est-ce qu'aujourd'hui un athlète il est seul ? S'il veut réussir, il faut qu'il compte sur lui, quoi. Ouais, je pense qu'il faut maintenant se structurer. C'est un vrai job d'entrepreneur. Il ne faut pas juste aller regarder, attendre des autres. C'est à toi de te construire pour voir plus grand. Et en fait, lui, le Graal, pour eux, c'est la médaille mondiale ou les Jeux Olympiques. Et en fait, c'est une vision pas sur 1 an, pas sur 2 ans, sur 4 ou 8 ans, en fonction de leur âge, quand ils commencent à arriver au haut niveau. Et il faut construire une équipe, être bien entouré, parce que l'entourage, je pense que ça fait beaucoup. Être en capacité d'accompagner l'athlète intelligemment, ne pas brûler les étapes, parce que c'est facile d'aller vite, mais de durer dans le temps. On voit beaucoup des éclipses qui arrivent, qui font une grosse perf et l'année suivante on les voit plus. Donc réussir déjà à bien construire une équipe, à prendre le temps de progresser. Et tu vois, on avait des difficultés il y a quelques années où on n'emmenait pas beaucoup de monde au championnat du monde. Là cette année on a envoyé plus de 70 athlètes quand même. Donc je pense que l'objectif là, si la Fédé travaille intelligemment, c'est les champions, on les construit. Ils viennent pas du jour au lendemain. Zidane, il a mis du temps avant d'être une légende. Et à travers, en les faisant venir au championnat du monde, au championnat d'Europe, en construisant des champions, je pense que peut-être ton idée d'avoir 4 à 5 médailles par année, tous les 2 ans au championnat du monde, je pense que c'est faisable. Mais il faut les laisser le temps de grandir. Bon, mesdames, messieurs, ce que je vous propose, c'est d'évoquer un peu nos coups de cœur, nos médailles un petit peu les plus marquantes, nos déceptions aussi. On va faire un petit tour de table et ensuite, on va détailler. Voilà, distance par distance, on va s'intéresser aux distances de fond, demi-fond. On va parler tout du 800 mètres au marathon et on va débriefer un peu de tout ça. Vous allez nous partager un peu vos regards éclairés. Mais avant ça, on va se faire ce petit jeu, ce petit tour de table. Vos coups de cœur, voilà, sur ces mondiaux. Margot, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as eu un petit coup de cœur peut-être sur ces jeux-là bien précis ?
Oui, qu'il y a eu des du belles coup, histoires. pour revenir au marathon, il y a eu l'Uruguayenne, donc Julia Paternin, qui fait 3e du coup au marathon. Et en fait, quand elle arrive, elle sait même pas d'ailleurs qu'elle est 3e à l'arrivée. Je crois que dans le classement, elle était 48e. 48e mondial, ouais, en 48e termes de mondial. référence. Donc ouais, ça a été assez fou de voir cette arrivée-là. Donc, Et comment on l'explique ça? Comment on l'explique qu'une Uruguayenne, voilà, qui est dans le top 50, avec un record en moins de 2h28, je crois, quand même, voilà, quand même une bonne coureuse, hein, ça part pas d'hier, mais qui finit 3e, qui sait même pas qu'elle a gagné, elle pense, sait même pas qu'elle a une médaille en fait quand elle arrive, tellement que ça a été dantesque. Comment vous l'expliquez ça? Je pense que c'est les gens qui partent trop vite. Il y a des gens qui ont une intelligence de course, une intuition. Et là, sur des conditions comme ça, moi je prends l'exemple d'Hassan Chadi, je crois, c'était à Budapest, au championnat du monde sur marathon, où c'est le seul à partir ultra lentement et Il a finalement. fait le coup à Berlin ce Il week-end a refait le d'ailleurs. coup. En fait, voilà, ouais. ils sentent la course et ils savent que si tu pars trop vite, tu vas péter. Et quand tu as des conditions extrêmes comme ça, c'est que tu perds pas quelques secondes, tu perds potentiellement des minutes. Et ce qui va faire que des surprises qui ont couru à leurs allures et intelligemment vont peut-être se surprendre et être dans les meilleures places, quoi. Et toi, justement, Charles, ton petit coup de cœur de ces mondiaux de Tokyo? Moi, j'aime beaucoup la Fame, et j'avoue que Noah Lyles m'a un peu fait Ah. rêver. Sur le 200. Sur le 200 mètres, franchement, il avait annoncé, tout le monde le critiquait, et il est arrivé dès les demi-finales, il a montré que c'était lui le boss. Et, Ouais, voilà, hyper c'était mon petit charismatique aussi. c'était mon petit coup de cœur, parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait vraiment briller l'athlétisme, hein. Il a quand même une série Netflix où on le voit, et ça fait plaisir à voir, quoi. Ah, qui fait aussi des duos avec des streamers, qui est aussi Ouais. présent sur les réseaux sociaux, qui a son storytelling, qui a son histoire, qui est suivi, soutenu aussi par des partenaires, et ça joue beaucoup quand même, ça joue beaucoup. Et toi, Vincent, un coup de cœur? Forcément, voilà, on l'a pas encore cité, hein, mais on l'a pas encore cité. Je te laisserai l'honneur de le faire en tant qu'honneur de ce podcast. Mais du coup, chez les Français, moi je pense à Sarah Madeleine, j'en ai déjà parlé juste avant, mais qui a surperformé, qui fait son record en finale, faut le redire. Place de finaliste aussi, très fort, et puis surtout en série où elle est allée jouer avec Faith Kipyegon, donc la record woman du monde, quadruple championne du monde. C'était beau à voir, et d'autant plus qu'elle est montée sur 1500 assez récemment. Elle avait couru, je crois, Ouais, qui est une spécialiste du 800 à la base. à Hein. la base, voilà, exactement. Elle s'appelait Sarah Toulaps à l'époque sur les réseaux sociaux, Ouais. avec un 2. Elle a changé en tout, parce qu'il y en a trop maintenant. Elle était passée sur 5000, hein, elle avait couru sur 5000 mètres exactement. Finalement, elle a préféré partir sur le 1500, je crois, suite à une blessure, si je dis pas de bêtises. Non, c'était un choix personnel Un choix de se personnel. focus Ok. sur une seule distance pour pas se fatiguer, D'accord. optimiser les chances de finaliste. Et ouais, puis Sarah, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre d'entendre parler, parce que je Sarah pense, ouais. est athlète quand même qui borne pas beaucoup. Je crois qu'elle est à 80 km par semaine. Moi, il s'avère que dans mes jeunes années, j'étais en club avec elle, donc on a partagé pas mal de séances ensemble. Et ça a toujours été une athlète qui bornait très très peu. Alors ça lui convient aussi beaucoup. Voilà, qui s'entraînait aussi avec Sébastien, je crois, qui était sprinter Maintenant, aussi. Sébastien Perrault, son coach. Exactement, ouais, qui venait plutôt du sprint et qui, à mon avis, va. Alors, ça peut passer sur 800, hein, on le sait autour de la table, mais sur 1500, il faut quand même faire un petit peu de kilomètres. Je pense qu'il y a encore d'énormes marges de manœuvre et qui est quelqu'un aussi de très structuré, très discipliné. Donc, à mon avis, on va en entendre parler dans les années à venir, à mon avis. Elle a déjà bien structuré ses équipes. Enfin, franchement, il y a le pôle de Lyon là, qui est très très bien structuré. Elle a même un sparring. Elle a un sparring partner qui vient faire toutes ses séances avec elle, qui part en stage, qu'elle envoie avec elle. Donc, du coup, voilà, elle commence bien à se structurer, et je pense qu'il y a. C'est intelligent. Ouais, très intelligent. Ah, vous l'avez. Excuse-moi, tu voulais rajouter? Non, j'allais dire qu'elle touche à plusieurs distances quand même. Enfin, elle touche même jusqu'au 10 000. Elle a fait le Tour de France qui a été Oui, rebattu. c'est vrai, depuis, t'as raison, la elle avait classique chopé. à Nice record en de janvier France, dernier. 31 au 10. Il a été amélioré depuis par Alicia Zarbo, là, il y a quelques semaines. Mhm. Mais ouais. Ouais, vous avez vu la polyvalence quand même, sur 800 jusqu'au 10 Je km. pense que c'est devenu une normalité, hein, les athlètes maintenant, ils demandent de plus en plus à être polyvalents, hein. Ils vont aller du 1500 jusqu'au semi-marathon. Ouais, voire même Complètement, sur trail. Oui. Tu sais, va savoir.
Et ben moi je vous citerai Alex Ross, vous savez ce lanceur de disques. Moi je me suis passionné par les lancers, j'ai trouvé ça c'était hyper passionnant. Et ben qui a offert quand même à l'île de Saoma, une petite île dans les Polynésies françaises, la première médiale mondiale. Voilà, moi je trouve que c'est des belles histoires parce que c'est minuscule, hein. Il faut imaginer une petite île dans les îlots de l'île Polynésie. Le mec il a rien, il a regardé des tutos sur on se souvient aussi un peu du Kenyan, tu sais, sur le lancer, le javelot là, où il regardait un peu son coach, il n'y avait pas de coach et il regardait des vidéos sur YouTube et ça montre qu'il n'y a pas d'excuses, tu vois. Ça veut dire que voilà, là on parlait tout à l'heure d'infrastructure, mais c'est ça aussi qui est difficile. Ils arrivent, tu vois, c'est sans rien, mais sur c'est des trucs une hyper personne. techniques. Tu peux avoir quelqu'un qui vient de nulle part, enfin nulle part, c'est hyper péjoratif ce que je viens de dire parce que c'est pas nulle part, mais de très petites îles, de très petits pays comme de très grands pays. En fait, tout le monde peut tout le monde joue là. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une nation qui n'est pas représentée quasiment. Tu vois, en gros, tu vas te dire que si tu veux faire de la perche, concrètement, il faut des infrastructures. Donc du coup, ça va être très européanisé ou aux États-Unis, etc. Ouais. Et alors que tu vas sur la course de fond, le sprint, bah en fait, t'as rien besoin. Même toi, sur les haies, c'est quand même aussi très occidental. Alors que d'autres épreuves qui sont ouvertes à tous, tu peux avoir tout type d'athlètes et n'importe quel champion. Moi, je vois souvent, on a les Grenades, même la dernière championne du monde, Alfred, qui est voilà, c'est des Même pays sur qui marathon, sont, ouais. c'est un Vénusien. Tanzanien, Ouais. ouais. Quand même assez dingue quoi. Rien du tout, mais Parce qu'il avait les bonnes chaussures. Hein. Il était en Adios Pro Evo 2. Donc, ça doit être c'est ça. Justement, au-delà du coup de cœur, est-ce qu'il y a une médaille qui vous a marqué? Voilà, ça permettra de donner peut-être un deuxième. Margot, toi qui fait un peu de piste ici à Bordeaux, j'imagine que tu viens de sortir une distance de fond, non? On l'a pas cité cet athlète encore aussi. Bien sûr, il y a quand même Jimmy Gressier du coup qui nous a marqué. Bah tu m'étonnes. Là oui, effectivement, s'il y a bien une médaille qui nous a. Tu t'y attendais toi justement, Margot, à un Jimmy parce que peu de gens auraient misé une cacahuète sur lui quand même. Dans le top 3, mais médaille champion d'or. du monde. Est-ce que lui, il y croyait, vous pensez? Ouais, totalement. Médaille d'or, hein, je parle. Ah ouais, je pense il y croyait. C'est un gars qui est très confiant d'ailleurs. Ouais. Il a Pour fait des le faire, déclarations. c'est. En fait, voilà. s'il le dit, c'est qu'il pense qu'il se sent capable. Surtout que là, je pense qu'il sait potentiellement dans ces dernières années qu'il veut aller sur la piste. Il a une vision, je pense, marathon, des trucs comme ça qu'il a déjà évoqué. Donc, je pense que là, voilà, c'était son baroud d'honneur peut-être quoi. Qu'est-ce qui t'a plu justement sur le 10 000 de Jimmy précisément? Moi, j'ai regardé toute la course, sauf le finish. Je sais pas, j'étais partie faire autre chose Bah, et t'as du loupé, coup, là, quand j'ai loupé et j'ai entendu et je l'ai regardé 3 fois à l'arrivée, c'était waouh. C'est parti, assez lentement au final. Voilà, ça s'est joué, je pense, assez tactique. Et le finish, Jimmy, j'avais écouté une interview de lui juste avant et il a su finir comme ce qu'il avait en tête. Il a tout donné, la capacité à accélérer comme ça sur les derniers 100 mètres. C'était Et pas de assez complexe fou. d'infériorité aussi, parce que dans une discipline quand même qui a été longtemps trustée par les coureurs des hauts plateaux africains, éthiopiens, kenyans, ou chasse gardée quoi. Moi j'entendais ça tout le temps, c'est la chasse gardée des Éthiopiens. On c'est y le va troisième européen de l'histoire. pour faire une finale, tu vois. Jamais de Français n'a été titré sur un 10 000 mètres depuis l'histoire des championnats du monde. Et tu vois, il y a aussi ce côté, tu vois, de se mettre un peu des barrières, d'avoir un complexe d'infériorité par rapport aux coureurs éthiopiens, aux coureurs kenyans. Je sais que Jimmy, lui, avait été très marqué par Jacob, justement, en se disant, ça prouve que si on met les moyens, si on s'entraîne, on peut les battre, notamment ce qu'avait fait Jacob sur 800. Toi, c'est quelque chose, justement, tu vas nous dire ta médaille préférée, mais justement ce côté de pas se mettre de barrières, pas se chercher d'excuses, justement, et y aller à fond, quoi. Tout à fait. Il y a la première champion du monde sur 10 000, c'est extraordinaire. La deuxième, je trouve, les tout autant parce que sur 5 000, c'était les mêmes, avec en plus Jacob qui courait pas le 10 000, comme tu l'as dit. Donc il y avait, au cœur aussi, effectivement, qui fait champion du monde du coup. Ouais, il y avait pas le niveau sur 5 000 était peut-être encore plus relevé que sur 10 000. Il y avait quelques absents, sur 10 000. Il réussit à rester mobilisé pendant quand même une semaine. Pour aller en plus d'ailleurs recourir les séries, puis la finale, finir, faire médaille. S'il avait fait déjà juste médaille de bronze sur 5000, ça aurait été extraordinaire. Là, il fait le doublé. Donc, celle-là, elle est hyper marquante et j'espère que effectivement, ça va débloquer
Il fait peut-être les autres aussi, comme tu dis. Il a montré que c'était possible. Il ouvre la voie. Exactement. Ah, s'il avait pu faire ça à Paris en 2024, les gars, franchement, sur. Peut-être à LA. Peut-être elle, on dit Après, je pense qu'ils qu'il vont était pas sur peut-être marathon prêt, d'ici là. hein. Il était peut-être pas prêt, ça lui a mis peut-être une claque déjà. Après, il fait quand même le record de France Ouais. pendant Ouais. les JO. Mm. Ouais, Mine de rien, ouais, il faut- ouais. C'était C'était pas la même course du tout. On reparlera du 5000 et du 10 000 mètres parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire justement dans la stratégie. On a analysé un peu tout ça, il y aura des trucs à dire. Vincent, tu nous as pas dit ta médaille marquante pour toi. Non, mais si, c'est celle-là. La médaille de bronze, moi je dis. La médaille de bronze Sur sur le 5000. 5000, ouais. Mhm. Et toi, Charles? Moi, je vais peut-être sans doute mal dire le nom de famille, mais Sydney McLaughlin. McLaughlin. LeBron. Voilà. Franchement, elle vient du 400 haies. Elle arrive, elle annonce qu'elle veut clairement faire un très gros chrono sur le 400 plat. Et clairement, elle l'a fait et de l'une des meilleures manières. Je crois que c'est la première course. Il y a 2 filles qui sont en moins de 48, je crois, de mémoire. Ouais. C'est énorme. Se dire que, franchement, c'était. Non, plus que c'était 2 ouf. filles, hein. Je crois que le podium est en moins Tous de les 48. Hein. Ok. Il me semble, hein. On vérifiera. Dites-nous dans les commentaires Je crois si. qu'il y en a que Mais deux, il me ouais. semble. 2-2. Ouais. Ah, Ouais. mais bon. Mais c'était énorme. Franchement, moi, je pensais qu'elle allait battre le record du monde, quoi. La Ouais. troisième aurait, je crois, fait championne du monde 11 fois. Il y a une stat comme ça. Mais Sydney, effectivement, et moi je la mets aussi dans la médaille la plus marquante, je pense que c'est la Usain Bolt. Tu vois, on est sur du Carl Lewis, on est Ouais. sur. Les gens, faut se rendre compte, déjà jeune, à dominer tout. Enfin, c'est une athlète que. Voilà, c'est ceux qui suivent l'athlète depuis longtemps. On Je crois sait que c'est elle qui a le plus gros contrat. Ouais. Sponsoring. New Balance. Ouais, au Ah niveau ouais, global, c'est énorme. c'est elle qui a Mondial. le plus C'est gros énorme. contrat. D'accord. Donc déjà spécialiste du 400H, qui est quand même une discipline hyper technique, tu vois. Et souvent on dit, bah tu vois, sur les haies, voilà, c'est que t'as pas assez de rapidité, il te manque un peu des complémentarités. Donc c'est des besogneux ceux qui vont sur les haies parce que il faut être très rapide, en même temps il faut être très technique. C'est vraiment, voilà, c'est des durs au mal, quoi. C'est les mecs, c'est les 3000 steeplers, tu vois. C'est un peu les durs au mal. Et elle arrive, elle fait une transition parce qu'elle s'ennuie en fait. Elle gagne tellement tout depuis des années qu'elle s'ennuie. Elle se dit, bah je vais me challenger sur du plat, il me mesure au meilleur mon Dieu. Elle arrive et elle gagne, elle bat tout le monde, elle fait la meilleure performance des championnats depuis 40 ans. Elle fait ce chrono-là sous la pluie. Je veux dire, elle va l'avoir, hein, le record de la Oui. Russe, là, de l'ex-URSS, qui compensait Allemande de tous, l'Est, je crois. allemande de l'Est, pardon, compensait tous imbattable. C'est quand même, c'est monstrueux, quoi. Elle irait sur 1500 mètres, est-ce qu'elle gagnerait Sur 800 mètres, pardon. Elle irait sur 800 mètres, On est-ce lui a qu'elle posé la gagnerait question. Sur 800, non mais tu peux, c'est dingue. Non, quoi. mais on lui a posé la question. Genre, un journaliste lui a posé la question. Elle a rigolé. Mais si elle gagne tout sur 400, elle va aller sur 800. hein. Moi, Ou j'aimerais elle bien ira sur voir. 200. Ou elle ira Ouais. sur 200. Ça dépend J'aimerais des bien voir. profils du coureur, soit les fortes sur 200, soit les fortes sur 800. Peut-être qu'elle est forte sur les deux. Oui, je pense, ça c'est sûr. Ouais. Mais machine de guerre, quoi. Machine de guerre. Est-ce qu'il y a des déceptions? Voilà, une petite déception peut-être. On commence. Margot, est-ce que tu as été déçue peut-être sur une épreuve? Légère déception pour Azedine, Abs. Voilà, je pense qu'on l'attendait tous un peu plus loin, mais bon, voilà, j'imagine que c'est les championnats, ça se passe jamais trop comme on l'a imaginé. Donc, Comment on peut l'expliquer ça? Azedine, quand même, monstrueux sur la saison dernière, qui bat le record de France. On parle quand même d'un record détenu, je crois que c'était Mehdi Bala, qui était aussi monstrueux à l'époque des Hicham El Guerrouj, quoi, tu vois. Qui avait été médaillé Ouais. en 2003 à Paris, derrière Guerrouj, justement. Exactement, quoi. C'est quand même énorme. Et là, même pas en finale, quand même, c'est surprenant. Comment on l'analyse, ça? Ouais, je pense que la saison, elle a été très longue. Azedine Abs, on l'a déjà vu s'illustrer dès l'hiver dernier, puisqu'il fait des records de France en salle, sur mile, sur 1500. Il avait couru aussi à Liévin, on s'en rappelle. Il fait une super saison en salle. Ensuite, il enchaîne, il réalise son record de France. C'était à Paris, c'était au mois de juin. Ensuite, il y avait les championnats de France qui étaient fin juillet. On est déjà un mois plus tard. Et là, on avait des mondiaux qui étaient quand même assez tard dans la saison comparé à ce qu'on a pu voir. Les Jeux l'année dernière, c'était 2-3 semaines plus tôt. Budapest, c'était au mois d'août aussi, il y a 2 ans. Donc des Jeux qui sont assez tard. Je pense que l'explication la plus plausible, c'est arriver fatigué. Ouais, mais enfin, c'est Philippe Dupont, je crois, son entraîneur. Il a Ouais. 2 coachs. Ouais, ils savent quand même programmer un pic Après, de forme. Ne fais pas il y a le peur. jour sans. Ouais, Il y a puis le il y a jour le jour sans, c'est pas du tout le même. En fait, tu vois, Azedine, pour courir vite, c'est très fort. Il est très très fort pour des courses rapides. Là, tu es sur une course de championnat avec différents rounds, donc il faut bien gérer ta forme, etc. Ça va courir en 3,36, donc tu as l'impression vraiment que tu cours que 500 mètres, hein, grosso modo, sur cette course-là.
faut avoir le kick le jour J, ça finit en paquet, donc potentiellement ça se joue à un cheveu. Peut-être que tu aurais Voilà. couru la veille ou le lendemain, c'est peut-être en pas la fait, même. ça veut rien dire. Et puis c'est une course de championnat, hein. C'est le championnat et un Ouais, mais meeting, un pourrait- championnat, c'est pas du tout on la peut même au chose. moins l'atteindre en finale, Charles. Ouais. Au Ah oui, moins. mais ça d'un point de vue, en vrai, Mais tu est-ce regardes qu'il les n'a pas pronos, déjà eu Il un vient jour, avec la meilleure performance Ah, mais mondiale. je suis totalement d'accord avec toi. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Mais derrière, c'est les pronostics. Hein. Potentiellement, je vais regarder un match de Coupe de France. T'as Paris contre Sochaux. Potentiellement, c'est Sochaux qui va gagner, alors que les statistiquement parlant, Queville, improbable. Mais c'est le football. c'est pareil en athlée. Ouais. Je suis d'accord. On peut toujours avoir des surprises. C'est comme quand tu l'as dit tout à l'heure, l'île Samoa, une médaille, qui l'aurait cru. Bah là, c'est pareil en fait. Il y a des surprises. Et encore, tu vois, nous, Le on jour n'est pas avec, dans le le jour sprint où potentiellement t'as un faux départ et là, la personne, elle Oui, prend bah pas oui. du tout. Là, ils ont en règle générale une Ouais, bien sûr. chance Mhm. de s'exprimer. Et une autre déception, Charles, peut-être toi, ce que qui t'a voilà. un Le peu 800 mètres au niveau global Ouais. chez les Français. aussi bien chez les Parce femmes que chez les hommes. que, mine de rien, ça joue à rien le 800 une nouvelle fois. Hein. C'est des courses, on a des très très bons coureurs. Hein. Franchement, la densité, elle est énorme. J'aurais aimé avoir quelques représentants en finale. Après, c'est le jeu des séries. Hein. Il y a des déçus, il y a des heureux. Mais après, quand on voit le niveau de la finale, je pense qu'on a eu quand même quelques difficultés à ce que nos Français soient devant. Mais rien que faire, voilà. J'aurais bien aimé avoir au moins une représentatrice féminine et un homme également sur le 800 mètres. Vince. Oui, les haies, je pense, avec l'arrivée diminuée de Sacha Zoya. Mm. Qui Ouais, a ça pas c'est la pu, grande ouais, déception. voilà. Sacha Zoya, pareil. Ouais, parce qu'il arrivait, Mm, enfin, il s'est il blessé, était quand même très en forme au début de saison. On rappelle que au Grand Slam Track, il l'avait remporté. Juste la médaille, hein, pas l'argent. Ouais. Qu'on attendait aussi pour Paris 2024. Ouais. Hein. C'est On vrai aurait que- aimé voir un, tu vois. Ouais, et ça fait deux. C'est vrai que pour l'instant, mais on se dit que voilà, est-ce que s'il arrive en pleine possession de ses moyens à un grand championnat, est-ce que ça va pas finir par arriver? Moi, je continue d'y croire. En tout cas, je lui souhaite que ça lui arrive. Donc ouais, je pense que c'est un grand talent de l'athlète français. On en parle depuis très longtemps. Finalement, comme Jimmy, Jimmy, on en parlait aussi depuis très longtemps. Ça se concrétise cette année. Rien ne nous dit que un Zoya dans les années à venir, ça peut tout à fait aussi arriver. On connaît Il est son jeune. talent en jeune. Ouais, il faut lui Il a laisser le temps. il a été recordman du monde en jeune. Il a fait de très belles bons choses. chronos, enfin, c'est pas Il continue de faire voilà. Après, il y a Just Kouamate aussi qui avait la 3e performance mondiale de l'année. Je crois qu'il est arrivé avec 12,99 sous les 13 secondes. Voilà, il sort une très très grosse course aux élites. Là, il se qualifie en finale. Malheureusement, voilà, en finale, c'est pas allé, ça n'a pas fait aussi bien. Donc ouais, je pense que sur les haies, il y a une grosse génération. Il y a aussi une tradition française sur le 110 haies, avec la Djidou Kouré, Pascal Martino Lagarde, etc. Donc je pense que ouais, on aurait pu miser une médaille dessus. C'est pas arrivé cette année. Ce sera peut-être pour les prochains. En tout cas, je leur souhaite. Bah, moi, ma déception, messieurs, dames, c'est le marathon. Déception de marathon. C'est pas de Français qu'on emmène avec nous. Quand on voit quand même que le niveau sur marathon français, il a explosé. Je veux dire, on peut parler. Il y a encore quelques années, on se demandait si on allait avoir un Français sous les 2,10. Depuis Paris 2024, on a une scène du marathon français qui a explosé, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et ce choix de mettre des minima extrêmement élevés, de ne pas envoyer de Français, quand on voit que finalement, on a un Anglais qui fait 2, je crois, qui est en 2h06 de record, qui fait 2e. Un Italien, je crois, en 3. Voilà, on se pose des questions. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas le plus grand drame et même ne serait-ce que pour encager cette scène du marathon qui a été longtemps esselée. Alors je trouve que déjà la problématique, c'est que cette année, comme ils ont mis très très tôt les minima à hyper, moi je vois là on va sortir des statistiques sur TRC. Cette année, il n'y a que 10 Français qui ont fait moins de 10 Français qui ont fait moins de 2h10. Alors que là, sur l'année du marathon, je pense qu'on pouvait quasiment doubler au vu du volume entre Emmanuel Rodolphe Lévis. Enfin voilà, Nicolas Navarro n'a pas couru cette année. Hassan Chadi vient de sortir son marathon là. Il y en a très peu qui ont couru à post-marathon et fait des gros chronos. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont su, je crois qu'ils ont annoncé les minima pour les championnats du monde. Je crois que c'était au moment soit de Valence ou de Séville. Parce que je me rappelle que Félix Bourg avait fait un peu une polémique en mode oh bah super, il me démotive la veille de mon marathon, quelque chose comme ça. Donc je pense que est-ce qu'on n'a pas voulu les décourager aussi avec ces minima parce que mais c'est comme ça qu'ils l'ont pris. C'est comme ça qu'ils l'ont pris. Vous le savez, ils l'ont pris en mode on veut pas de vous. En tout cas, ouais, je pense que ça a été mal interprété parce qu'en fait, je pense que les minima sont faits par rapport à
par rapport à des rankings. Voilà, nous on va emmener le top 12, le machin. Donc ça c'est le tel chrono qui doit être défini par rapport au niveau global. C'est comme ça qu'ils le définissent pour les sélections. Je pense que c'était une erreur stratégique parce que derrière en fait on allait dans un marathon. On allait dans un marathon qui allait pas courir vite. C'est une course de championnat une nouvelle fois. Donc on sait très bien que c'est pas là pour battre les records, mais c'est voilà, potentiellement. Je prends l'exemple d'un Félix Bourg qui est capable de courir en 13,05 au 5000 et faire 2,5 au marathon. Une course comme ça qui peut se la jouer tactique, c'est le meilleur élément français qui peut aller chercher. Un Hassan Chadi, pourquoi on l'a pas vu alors? Je pense que c'est peut-être une erreur. Concrètement, il faut le dire, c'est une erreur stratégique, une erreur de vision. Et chez les filles, Manon Trapp, excuse-moi, mais elle y était. Ouais. Elle y était. Mais après, c'est toujours compliqué. Elle est encore jeune. Je pense qu'elle est arrivée un peu diminuée parce qu'elle avait des petits bouts d'aluminium un peu partout au niveau de la jambe. Du tape. Non, c'est pas. Non, c'était genre comme des. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le nouveau truc asiatique là. Pour c'est comme des aimants. Tu mets des aimants sur ton corps. Oui, comme le japonais, j'ai vu. Ok. Elle en avait aussi donc. Messieurs, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire que les conditions étaient certainement difficiles pour faire quelque chose. Enfin, pour Manon Trapp, en tout cas, je parle. En fait, la différence, je pense, avec une course classique, un marathon, tu mets grosso modo 4 mois à le préparer. Ouais. Et du coup, en fait, la fédération doit anticiper quasiment 1 an à l'avance ce qui va se passer. Alors que sur la piste, tu vois, là, les athlètes, ils peuvent aller, je crois, jusqu'au 26 août pour faire leur minimum. Jusqu'aux élites, en gros. Non, je crois qu'il y avait encore une slot. D'accord. Regarde, Louis Gilavert, il a pas fait les élites sur le 500, il a basculé sur le 3000 steep et il allait au championnat du monde. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que le marathon, c'est pas la même vision, c'est une vision 1 an. Plus long et terme, entre la vision que tu avais il y a 1 an et celle que maintenant, elle est peut-être différente. Peut-être que là, il le regrette. Alors, si on détaille un petit peu les épreuve par épreuve, évidemment, on peut parler du 800 mètres. Là, on a eu Odira, la Kenyane, 1,56, je crois, record des mondiaux. Une course quand même phénoménale sur une finale féminin. Je parle, on parlera des garçons tout à l'heure. Aucune française. Voilà, on avait pourtant Renel, Lieberman, Bourgoin aussi qui était en lice. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce 800 féminin? Parce que c'est vrai que c'est frustrant, on a des super athlètes, mais devant ça pousse encore plus fort. Et donc on se dit on a toujours un train de retard. Alors pour citer dans l'ordre les 3 que tu as cités, Clara Lieberman, c'est sa première année, première fois qu'elle fait sous les 2 minutes. Progression extraordinaire, elle vient tout juste de passer professionnelle cette année, elle avait elle travaillait jusque-là. On avait d'ailleurs travaillé ensemble avec Terce il y a quelques années. Elle fait du très bon montage vidéo. Donc voilà, je pense qu'elle déjà arrivée en demi-finale des mondiaux, c'est déjà une super performance. Et il faut saluer sa saison qui a été excellente. Et on peut compter sur elle à l'avenir, c'est sûr. Ce qui concerne Renel Lamotte, elle a été blessée quasiment toute l'année. Elle avait, avant les mondiaux, couru une seule fois. Toujours compliqué, Renel Lamotte, sur les grands championnats, j'ai l'impression. Ça se passe jamais vraiment comme on peut la voir sur les meetings. Elle a fait quand même 5e au jeu l'année dernière. Elle a été déjà médaillée aux Europes. Je pense que le 800, c'est le 800 en fait, comme l'a dit Charles tout à l'heure. C'est des courses qui peuvent être rapides, être tactiques. Je pense que Renel Lamotte peut encore espérer un jour faire une médaille mondiale. Je sais que c'est le rêve de sa carrière et je lui souhaite. Je pense que cette année, le mérite, hein. Ouais, tout à fait. Le mérite de par son parcours. Puis en plus en tant qu'humain, c'est quelqu'un de vraiment super sympa. Donc on lui souhaite. Après cette année, c'est sûr que on pouvait s'attendre à ce que ce soit plus compliqué que l'année dernière. Et enfin, Anaïs Bourgoin a réalisé une super saison. Elle a fait 1,56 quand même. Là, elle est en demi-finale. C'est la première non-prise de sa demi-finale. Elle fait 3e, courant 1,58,00, je crois. Donc, super chrono. Voilà, je pense pour elle qu'on peut être le plus déçu. Après, pareil, un peu le même schéma que Clara Lieberman. Elle est encore jeune. Elle travaillait il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est sa première ou 2e année en pro. Elle était policière jusque-là. Donc voilà, c'est des profils de personnes qui sont assez jeunes, récemment dans le monde pro. Renel qui est pro depuis plus longtemps, blessé cette année. Donc en fait, sur le papier, oui. Dans les faits, finalement, c'est pas si surprenant que ça. Et à l'avenir, si elles arrivent dans des meilleures conditions, je pense que c'est envisageable.
chez les hommes, on a effectivement aussi. Ça s'est joué très très vite. Aussi bien on se disait les courses tactiques. Là pour espérer un top 8, aussi bien chez les hommes, c'était 1,43 pour courir. Chez les femmes, 1,56. Donc là, pour le coup, ça va extrêmement ça a été vite. le cas toute la saison. Chez les hommes, depuis l'année dernière, en gros, depuis le fameux meeting de Paris, là où il y avait Gabriel Tual fait le record de France. Depuis, ça n'arrête plus. Toutes les courses, c'est les mêmes. Les mêmes gars au départ. Ils veulent tous courir 1,41. Ils veulent tous faire le record du monde. Et ça... Enfin là, on a eu la finale de 800. Les trois premiers en 1,41. Vous vous rendez compte, c'est des temps sans lièvre pour du 800 sur des courses tactiques. Surtout que le premier a fait lièvre pour les autres en plus. C'est qu'il a fait une course à la Rudisha, il est parti. Moi, je suis surpris que le record du monde soit pas encore tombé. Rudisha était tout seul. Je suis pas surpris. Mais je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le record du monde tombe pas encore, c'est que Rudisha était tout seul, alors que là en fait ils sont tellement que ça va super vite, mais en plus ça bastonne. Et c'est ce que Gabriel Tual avait dit d'ailleurs à la suite du meeting de Paris. C'est qu'en fait aujourd'hui tout le monde peut faire ce chrono là, donc en fait il n'y a plus vraiment de file indienne, ça bastonne, ça va super vite et donc ça peut. On parle beaucoup, vous savez du bicarbonate un peu là, pour justement pour tout ce qui est lactique et tout. On sait que sur les distances, voilà, on a vu des réels passer, Stéphane Diagana qui explique ça un peu comme voilà pourquoi est-ce qu'on voit notamment sur 800 les chronos exploser. Vous pensez que ça joue aussi parce que il y a quand même des contre-indications, c'est que on le sent pas arriver le lactique aussi. Ça peut l'inhiber et donc on l'a vu, je crois que sur les derniers JO de Paris avec Jacob justement, on le voit qui part et on voit il finit lactique comme un cadet quoi sur l'interclub d'Aubervilliers. Tu vois, pour un mec aussi fort que lui, parce que peut-être qu'il a été hyper surpris parce que ça vient le coup près tombe quoi. Vous pensez que ces performances extraordinaires sur 800, ça peut être lié justement à cette nutrition, ce bicarbonate? Ouais, bah il y a le bicarb effectivement dont on a parlé beaucoup l'année dernière. Cette année, il y a un nouveau produit qui est arrivé en plus, produit nutritionnel à base de jus de brocoli qui fait, je sais pas si on peut citer la marque, mais donc Nomio, tout à fait, le Nomio. Donc il y avait le bicarb de Morten, maintenant il y a le Nomio aussi en plus. Donc voilà, c'est des produits qui effectivement nutritionnels qui permettent de retarder la montée du lactate dans le sang et donc de limiter, en tout cas de repousser un peu plus loin le moment où les muscles deviennent, où l'acidité musculaire survient. Donc forcément, en tout cas scientifiquement, on démontre un gain de performance. Dans les faits aussi, ça semble démontrer puisque tous les chronos s'améliorent. Après, moi je suis pas un spécialiste de la nutrition et moi-même je consomme pas ce type de produit-là. Enfin, je l'ai déjà testé, mais je pense que je suis pas encore assume, c'est pas grave. Non, je suis pas assez bon pour que ça marche, je pense. tu utilises ça toi, Margot, un petit peu? Non, j'ai jamais testé, mais j'ai vu passer ça sur pas mal d'athlètes. Empiriquement, on voit que oui, les En fait, tu vois, la partie produit, on l'a été, je pense, quasiment au summum de l'expertise, de la performance. Et du coup, là, les gains marginaux, ils vont se passer sur la récupération et sur la nutrition. Et c'est là-dessus qu'ils vont les jouer. C'est pour ça que les pointes, les pistes aussi, on en a déjà parlé. Les pistes sont de mieux en les tartans sont de mieux en ça mieux. joue beaucoup, Il y a eu les nouvelles pointes aussi, ça fait maintenant 4-5 ans. Puis comme l'a dit Charles aussi, il y a le fait que ces nouvelles pointes-là, ces nouvelles chaussures, elles sont utilisées au quotidien par les athlètes, qui leur permet donc de mieux récupérer, de s'entraîner plus, de faire plus de kilomètres. Et donc il y a un effet finalement sur 5 ans. T'as les statistiques aussi, je pense, tu vois, toi tu l'avais vu un peu, tu avais parlé de data avec Enduro. Tout à fait. Les datas sont de plus en plus importantes. Donc du coup on va mieux gérer. Ah tiens, on voit que tu as un petit problème à partir du 600. Comment on peut le gérer, ça on en parlera etc. sur la course de Jimmy, mais je pense que pour le coup ce travail il a été fait notamment par François Chiron. Exactement, et ça va faire la différence. On en parlera, là du coup du côté 1500 mètres, alors là c'est 2 salles 2 ambiances. Kipiegon en 3,52,15, donc là voilà une course extrêmement tactique. Vous en avez pensé quoi vous de ce 1500 mètres? Est-ce que c'est une course que vous avez appréciée? Bah moi franchement c'est une grande championne. Faut dire ce qu'il en est. On n'a pas beaucoup des athlètes comme ça, 4 fois de championne du monde, enfin plusieurs fois championne olympique. Enfin franchement voilà, comme tu parlais de Sydney McLaughlin qui était qui était une grande athlète. Je pense que sur la partie
sur la partie demi-fond, voire fond, voilà, il y a Kipchoge d'un côté chez les hommes et il y a Kipyegon chez les femmes. Ils ont fait d'ailleurs un super truc autour d'elle sur son objectif de faire moins de 4 minutes au mile. Donc non, franchement, c'est beau à voir et je pense que ça aussi, ça fait une émulation parce qu'en fait, elle va prendre le rythme, le tempo et ça va après derrière emmener Sarah Madeleine sur son record. 3,58, 8e quand même, 8e avant. On se demandait quand même, il y avait peu de femmes sous les 4 minutes au 1500. Là, avant il y avait Moore, on avait eu une. L'anglaise, ouais, c'était. Et là, on se rend compte que c'est phénoménal. Du côté des hommes, alors là, les messieurs étaient un petit peu moins honneur, parce que là, on est. Vous en avez pensé quoi? Vous avez suivi un petit peu? Vous vous attendiez à quoi, vous, sur ce 1500 mètres? 1500 mètres qui est quand même une distance mythique, on va dire, des sports olympiques. Moi, j'y ai beaucoup cru. Franchement, je pense avec Vincent, on aime beaucoup avec Paul Anselmi. On aurait bien aimé, parce que tu vois, sur une course comme ça en finale, au vu de son profil qui est quand même très fort sur 800, j'aurais bien aimé le voir sur cette finale parce que par rapport à un Nader ou quelque chose, voilà, il aurait pu faire quelque chose. Franchement, Nader, moi je l'aurais jamais mis là, quoi. Je pourrais être honnête avec vous. Enfin, le podium, il est assez surprenant. Il y a le fait que Cole Hauker aussi, le champion olympique en titre, soit disqualifié en demi-finale. Au vu de son niveau sur le 5000, je pense qu'il pouvait jouer le doublé. Justement, c'est une bonne transition pour le 5000 mètres. Alors là, on a quand même une finale de 5000 mètres. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sans Kenyans, sans Éthiopiens. Ça, c'était quand même impensable. Il y a un truc dont on n'a pas parlé jusque-là aussi, mais on sait que les agences antidopage font beaucoup plus leur travail, notamment au Kenya ces dernières années. Et je pense qu'on ne peut pas occulter ce fait-là. Donc plus dépendant, en fait, pour donner un peu de contexte, c'est plus la World Athletic qui chapeaute un peu les contrôles antidopage. Ça a été pris par une autre institut plus indépendante, en tout cas dite comme plus indépendante. Résultat, beaucoup plus de contrôles, notamment des contrôles sur les hauts plateaux africains, kenyans et éthiopiens. Et donc voilà, ça en a chopé. Mis en place par le gouvernement kenyan. Enfin, c'est une volonté du gouvernement kenyan. Oui, bien sûr, mais même au-delà de ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers responsables de ça, ce sont les athlètes kenyans et éthiopiens. Au Kenya, vous avez des athlètes qui ont manifesté devant la fédération kenyane d'athlétisme pour réclamer plus de contrôle. Ça, c'est un problème de santé publique aussi, il faut le rappeler. Bien sûr, santé publique, mais les athlètes kenyans sont les premiers victimes de ça. Et donc, il y a eu des manifestations, il y a eu des problèmes de corruption, et c'est les athlètes kenyans eux-mêmes qui ont demandé plus de contrôle, parce que eux-mêmes sont les premiers victimes de ces réseaux presque mafieux en Éthiopie, surtout au Kenya, parce que l'Éthiopie, on va dire, bon, c'est encore un peu différent, mais voilà, quoi. Donc ça, on peut s'en réjouir. Après. Voilà, est-ce qu'il y a autant de pain? Nous, on a toujours les Occidentaux à penser que c'est toujours pire en Russie, est-ce qu'en Chine, aux États-unis ou même en Europe? Mais il y a eu des cas en France, et nous, on est les premiers en France. Si on regarde ceux qui sont tombés en Europe, il y a beaucoup de Français. Donc, il y en a partout, on dit souvent même, je crois que c'est pas 3 ou 4%, même des gens lambda qui se dopent, donc voilà. On sait très bien et qu'on en retrouvera, ou peut-être qu'il y en a qui ne seront jamais chopés. Et... En fait, le dopage, je crois qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous, enfin du moins sur les institutions. Donc, voilà, le fait est, on a quand même un Américain et puis Français, Jimmy Gressier évidemment en 3. Là, c'était quand même sur une course quand même. Alors, effectivement, on peut. Ça, décousu, quoi. Ça part d'un seul coup, ça ralentit, ça part très doucement, voilà, c'était un peu azimut. Et là, on se demande pourquoi, justement. On a vu au début les Américains prendre un peu la tête. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un petit peu plus de courses d'équipe, surtout quand on voit un 5000 mètres avec du Yann Schrub, avec du Daginos, avec du Gressier? Est-ce que ça vaudrait pas quand même on voit un petit peu des fois que ça joue des coudes, ça ne s'est même pas passé. On l'a vu, ces images entre Yann et Jimmy Gressier. Est-ce qu'on dit qu'il y a peut-être quand même pas quelque chose à faire pour un peu plus, justement, jouer Je pense qu'ils ne sont pas encore assez matures pour prendre la course à leur compte, parce que ça reste quand même se mettre devant dans une finale d'un grand championnat. Je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, mener la course, franchement c'est pas facile. Les Américains sont habitués à ça, enfin voilà, ils ont une culture de la gagne, etc. Peut-être qu'ils avaient essayé de le faire, on n'était pas là avant, on n'était pas dans leur discussion. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de le faire? J'ai pas eu l'impression. Hein. Jimmy était quand même bien aux avant-postes. Bah, tu vois, là, en fait, pour moi, le 5000 mètres, c'était les meilleurs coureurs de 1500 qui ont fait les médailles. Enfin, ceux qui avaient le meilleur finish, grosso modo, qui ont fait des. Mais Yann, voilà, pour le coup, il avait pourtant fait un gros 3,31. Il avait fait les minima aussi Puis il a déjà fait des médailles au niveau européen. Il avait d'ailleurs même battu d'ailleurs Jimmy, mais même récemment au France Elite. C'est Yann Schrub qui est champion de France. En gros championnat, on sait que aussi pareil sur les
c'était voilà, émotionnellement, sur les stades remplis comme ça, est-ce que... Oui, il avait fait ça qu'au JO, il avait abandonné sur le 10 000, je crois. Ouais. Donc, après, ça reste Mais un très bel il a athlète. fait médaille quand même aux Europes. Hein, Médaille aux Europes, il y a 2 fois. Ouais, voilà. Moi, j'attendais il a plus fait haut genre- quand même. Moi, je me suis dit, allez, est-ce qu'on peut Il pas avait quand avoir même déjà un abandonné. doublé Il avait déjà abandonné, je crois, aussi à Monaco. Donc peut-être qu'il a eu un petit coup de. Ouais, mais sur les grands stades, comme ça, Ouais, c'est vrai que. Il peut, hein. souvent, Moi, je pense qu'il peut. il a même battu Jimmy. Il a pour des moi, qualités sur le moi, papier. c'est un bien gars qui a du potentiel. Une Mm. nouvelle fois, ça fait pas longtemps qu'il est officiellement pro. Il a fini ses études de médecin. Ouais, il est du médecin à sport. côté, ouais. Donc là, maintenant, il va peut-être pouvoir se concentrer jusqu'à Los Angeles. Et je pense que c'est un mec qui peut. Daguinos, il est plus jeune aussi. Daguino, 3 ans d'écart. ouais. Ouais, il est déjà tout jeune top encore. niveau, Voilà. Je le laisse un peu tranquille. Etienne, tu vois, il est arrivé. Faut pas trop lui mettre la pression. Je pense aussi qu'on va. Mais je pense qu'on peut avoir une super génération et moi je rêvais après le 10 000 de Jimmy le 10 000 de Jimmy que ça débloque et qu'il y a un triplé. Attends, on pouvait toujours rêver, après on se dit Mais tout c'est est sûr, possible. mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Si lui il l'a fait, moi je peux le faire. On l'a vu en Éthiopie. Ouais. Ouais, des fois c'est aussi simple que ça. Ça aurait été fou, mais qui sait. Chebet qui fait le doublé quand même, 5000, 10 000 mètres. Là par contre, domination kémienne. D'ailleurs, chez les filles, c'est marrant. C'est vrai que l'histoire du dopage, pourquoi chez les filles on voit quand même que ça tient plus que chez les hommes. Peut-être qu'ils ont été plus contrôlés, mais. Peut-être qu'elle se dopait moins. Mais c'est là, voilà, Chebet clairement intouchable quoi. Là, on peut Ouais. pas. Je dois vous avouer que celle-ci, c'est peut-être la personne que je connais le moins. Donc après, si elle est au-dessus, voilà, tant mieux. Hein. Pour l'instant, c'est une championne, tant mieux pour elle. On passe du côté du 10 000 mètres. Alors là, évidemment, voilà, champion du monde tricolore, hein, Jimmy Gressier, 28, 55, 77. Devant Kechelcha, l'Éthiopien, je crois. Ouais, Kechelcha, pardon, l'Éthiopien. Là, évidemment, course très tactique. Comment vous l'analysez, vous, justement, si on rentre un peu plus dans le détail, cette course de Jimmy Gressier? Margot, toi, qu'est-ce qui a fait un peu la différence, selon toi, sur les qualités de Jimmy? Comme je disais, c'est une course qui est partie plutôt lente, sur des allures donc tranquilles. On était sur les bases de 31, je crois, 30-31. tranquille On rappelle que tout est relatif. Hein. Ouais, On rappelle j'étais que sur tout est 31, je relatif. crois, sur le premier. Oui, voilà, mais pour un championnat et avec ses athlètes, ça n'a pas trop pris de risques. Et tout s'est joué sur le finish, en fait, sur le dernier kilomètre, quoi. Mais on parle beaucoup du finish, mais moi, c'est pas ce qui m'a plus impressionné. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le placement. Je trouvais que Jimmy, quand même, il a... Et c'est là où on voit que c'est un garçon très intuitif, très intelligent. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas forcément, en tout cas celles et ceux qui ne le connaissent pas. Dans l'intimité, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Voilà, il vous serre la main, il vous a cerné et il sait précisément un peu où se mettre, où se positionner. C'est pas un roublard, mais c'est un malin, quoi. Et dans la tactique de course aussi, savoir quand recoller, quand attaquer, quand est-ce qu'il faut mettre la bonne pression, au-delà du kick et de la vitesse pure. Tu peux avoir une grande vitesse, tu vois, on l'a vu sur d'autres courses, ça suffit pas. Là, il y a quand même savoir quand placer l'attaque et où se placer. Là, pour moi, ça a fait la différence quand même. Il y avait ça et je pense qu'il y avait aussi la dalle. Je pense que il s'est dit là, il reste je pense que là, je vois vraiment les 100 derniers mètres. Il s'est dit, je suis là. Je pense que cette chance-là, je l'aurais peut-être pas 2 fois et je pense qu'il est sur ces 100 derniers mètres, peut-être il a retracé toute son histoire, comme à chaque fois il le dit bien, du chemin vert. Et il parlait beaucoup cette de ligne son droite, passif, voilà. Je pense qu'il avait plus je pense que sur cette ligne droite-là, concrètement, hein, pour moi, il avait plus la dalle que les autres. Puis on a parlé du jour sans tout à l'heure. Il y a aussi les jours avec. Ouais. Et là, je mais pense Jimmy que toujours présent au grand championnat. Hein. Ah non, pas forcément. Attends, aux Europes, il n'avait pas fait médaille. Il était meilleur par Yann Schröb notamment. Il fait 4e. Il fait 4e. Non, je pense qu'une nouvelle fois, il y a des jours où là, je pense que c'était son jour. Il allait le faire. Et puis il était bien équipé. Il était bien équipé, oui, bien sûr. Ouais. On en reparlera, ça. On va en reparler. Mais tu vois, j'ai expliqué, c'est vrai que souvenez-vous le petit débat qu'il y avait eu, parce qu'on était surpris, par exemple, pour les Jeux de Paris. Jimmy Gressier, c'est quand même un athlète sur 5000 mètres qui avait un chrono assez phénoménal. Et on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il mise pas plus sur le 5000? Parce qu'on sait que c'est là où il est le plus puissant. Pourquoi est-ce qu'il va sur le 10 000 mètres? Parce que le 10 000 mètres, c'est intouchable. C'était un choix qui n'était pas forcément évident et qui avait été un petit peu critiqué en se disant pourquoi il mise pas un peu tout sur le 5000. Finalement, on se rend compte que sa logique, c'était de se dire, j'ai les capacités
tester les aptitudes justement grâce à ma vitesse. On sait que c'est assez lent. Et là où on voit, on peut saluer le travail de ces entraîneurs. Je pense notamment voilà, à Adrien, à Taouji et François, parce que tu parlais de la data tout à l'heure, mais justement, là on a un athlète qui a vraiment été entraîné pour justement ces courses de grands championnats où on va analyser un peu les temps de passage, on va essayer de voir un peu où est-ce que ça attaque, comment est-ce qu'il faut ralentir, on va anticiper, on va faire des plans, on va être un peu dans la méta-analyse. Est-ce que ça va pas aussi révolutionner? On l'a vu sur l'Ultra Trail avec l'UTMB, avec Joseph Mestralet notamment qui a intervenu, et ces deux gars font un 1 et 2, en tout cas 1 et 2, homme-femme, pardon, l'homme et la femme, premier sur la course. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi un peu à cette heure-là, avec des courses où les temps de passage vont être millimétrés, où les programmations, on va fabriquer des champions pour les grands championnats et moins pour les grands meetings? Ouais, je pense que là, il y a des tactiques de course qui sont mises en place, qui vont dire, bah voilà, si à ce moment-là de la course, tu es là, tu sais ce que tu as à faire. Et je pense que là, c'était très très bien préparé. On avait pu échanger plusieurs fois avec Jimmy en amont. Enfin, c'est vraiment hyper minutieux, et je pense qu'il ne faut pas aussi oublier Arnaud Dignel, c'est pas la finalité, c'est aussi celui qui l'a découvert, qui l'a fait progresser, qui l'a accompagné pour atteindre ce grand niveau. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est aussi souvent on oublie, on voit l'instant présent, mais on oublie le passé. D'ailleurs, il repart dans le Nord l'année peut-être, prochaine, je crois. Oui, il retourne, ouais. Si, ça c'était officialisé, il retourne. Un peu loin de sa famille, il va quitter l'INSEP du coup, ce qui est un peu triste, mais bon. On peut comprendre après après 5 ans là-bas, il en a peut-être un petit peu marre de Vincennes. Non, mais voilà, course. Franchement, moi j'ai envie de te dire, voilà, chapeau bas. J'ai eu des émotions. Hein. Ouais, c'est incroyable. J'ai crié, on était dans la piscine. Il l'a fait, à Copenhague, on était comme des fous. Hein. Il l'a fait. Mais c'est pour ça aussi qu'on aime l'athlète, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'on aime. T'en as pas souvent. Hein. Je pense qu'il y a eu PAB. En fait, pour moi, ça a été un peu la même. Le nouveau moment. Bon, on y a tous. Pour moi, j'y ai pensé direct. Hein. Je me suis revu à Londres, tu vois. Il fait la même chose à l'arrivée. Il se pointe du doigt aussi, pareil. C'était. Ouais, mais PAB était peut-être plus surpris. Je pense que. En plus, il était blessé avant. Tu vois, il était. Il part plus loin, et puis c'est du 800 mètres, c'est pas la même course. Quoi. Là, Jimmy, je pense que. Moi, à la rédaction, on l'a un peu comparé à Eminem, tu vois. C'est le petit mec, tu vois, qui sort d'un peu de nulle part, qui s'entraîne un peu tout seul, et puis qui a pas peur d'aller défier les géants, et puis qui finit sur le toit du monde, quoi. Je pense que le parallèle, il est intéressant sur ça. Slim Jimmy. Slim Jimmy, on conclura avec cette musique, ce sera sympa. Sur le marathon, évidemment, Tanzanie, voilà, Alphonse, on en parlait tout à l'heure, mais on a à Manal aussi Petros, alors érythréen, je crois, naturalisé allemand, l'italien aussi. Ça finit à 4, je crois, au début. Ça finit à la photo finish. Et puis finissent très fort. Ça finit à, je sais pas, je crois que c'était à quelques centaines. Je pense que Abel Patros, il pense gagner. Oui, il était devant. Il était devant. Il se fait vraiment dépasser. Vraiment. Super. Ils finissent ensemble, en fait. Il a changé de partenaire, et comme ça. Voilà, il était chez non, mais on a eu un beau marathon, hein, franchement, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est un peu chiant normalement les marathons olympiques. Là, les marathons des grands championnats, c'est un peu chiant. Là, que l'arrivée se fasse sur le stade aussi. C'est bien. Et puis même là, tu vois, le petit duel à Cefa, je sais plus, c'était et l'autre c'est Chirioto, non, c'est la. Jeb Chirchir qui a gagné. Voilà, c'était une belle course. C'est des femmes qui ont été, c'est l'une des plus rapides sur le marathon. Il finit au sprint aussi, que ce soit les hommes mais c'est les femmes. C'était des belles courses, puis il y a eu des belles surprises, notamment l'uruguayenne. Je crois qu'elle c'était une anglaise. Les deux vainqueurs avaient une particularité, une vidéo qui va sortir sur TRC d'ailleurs prochainement, sans doute demain, enfin du coup pas au moment du podcast. Les deux vainqueurs du marathon portaient la même paire de chaussures, la fameuse Adios Pro Evo 2 d'Adidas. Est-ce que c'est ça l'élément déclencheur? En tout cas, on peut se poser la question. Ça sert plus à rien de s'entraîner, moi je vous l'ai dit. Les Adios, c'est bon, le tour est joué, quoi. Vous l'avez testé? Non, on n'est pas assez bon pour ça. Nous, on reste sur le modèle grand public de Adios Pro 4. C'est d'ailleurs la conclusion de la vidéo. L'Adios Pro Evo 2, c'est un modèle, on en avait déjà parlé avec Guillaume à la suite du marathon de Paris, une hyper chaussure hyper légère, moins de 200 grammes, puis qui a une durée de vie limitée dans le temps. Elle tient grosso modo 2 marathons, on me contredira ou pas. Puis en plus, elle a un tarif de vente qui est quand même élevé, hein, c'est 500 €, donc c'est pas du tout destiné à monsieur tout le monde. Donc non, nous on reste plutôt sur le modèle grand public Adios Pro 4. Voilà. J'ai pas parlé du 3000 steep, mais quand même 3000 steep avec El Bakani qui se fait prendre sur le fil, et
Et là aussi, on a eu voilà, quand même du beau spectacle. Et puis pas de français, alors que quand même, on était une école de steeplers. Il y avait Daru qui fait. Oui, non, pardon. 8e ou 9e. Oui, mais attends, à la grande époque des, Oui. tu vois, Tu vois, surtout qu'il à a la grande 36 époque. ans et qu'il est arrivé chez Des Maïeddine Mekissi, des Johan Kohal, on a Ouais. quand même eu des Ouais, on a eu champions des d'Europe, grands on a champions, eu, tu vois, Ouais. des médaillés aussi. triplé olympique. Même Maïeddine, sur la fin de carrière, il fait 3 sur après la Bedrani avait fait multiplication 5e, de. je crois, Ouais, à Doha. en 2019. À Doha. Ouais. Mhm. Ouais, Mais c'est non, vrai que là, le c'était- style français. Alors, on avait eu quelques. Tu parlais de Louis, bien sûr, Alexis aussi. Tu vois, qui sont positionnés. C'est vrai que là, alors Nicolas Marie Daru, qui est exceptionnel. Moi, c'est pas voilà, je l'ai pas cité. Je m'en excuse parce que franchement, ce qu'il fait à son âge, à plus de 30 ans passés, arriver comme ça, c'est quand même quelqu'un qui vient du trail. Hein. Donc normalement c'est le chemin inverse. Ouais. Si tu viens de l'athlète, tu vas sur le trail, lui il vient du trail et il te fait une finale olympique en plus avec une grande régularité et c'est absolument monstrueux ce qu'il fait. D'ailleurs il a rejoint le groupe de Jimmy Gressier là récemment, donc je pense que c'est encore un mec qui va. Mais c'est vrai que bon, on se souvient quand même, la France on est un pays de steeplers quoi. C'est vrai que c'est un peu après, dommage. je pense que c'est générationnel une nouvelle fois et des choix. Je pense que c'est. Pour moi, je reste persuadé que c'est l'idée par des coachs. Et si par exemple tu as un coach qui est capable de dénicher, qui est un grand coach qui va emmener les athlètes avec lui, et bah tu vas avoir un grand champion. Là potentiellement, je crois que de base une nouvelle fois Jimmy, enfin plusieurs athlètes qui sont restés maintenant sur du 5000 ont voulu aller sur du 3000 steep parce qu'ils disaient que c'était la discipline pour avoir une médaille lors d'un grand championnat. Ouais, et personne n'est venu d'ailleurs. Et finalement, à la fin, C'était ils sont tous allés sur le 5000 Ouais. et ou sur le 10 000 et ils ont eu raison. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être, moi je crois beaucoup en certains athlètes, tu vois, des Baptiste Fourmont, il y a plusieurs jeunes qui peuvent aller très très vite sur le steeple. Voilà, je pense que c'est. Ou Alexis, parti. même Alexis, on sait qu'il a une Ouais. pointe de Alexis vitesse. Millet, blessé, bah ouais, blessé, Alexis blessé. Millet était Une blessé pointe de fracture vitesse fatigue, et extraordinaire. franchement, Sur grand ouais, championnat, ouais. s'il y en a bien un qui sûr. peut Alors, mettre lui, un c'est- kick. ouais, lui, c'est ouais. très très fort. S'il est là à la dernière ligne droite, c'est très compliqué. Même Louis Gilavert, s'il est très fort aussi, parce qu'il est très rapide. Enfin, c'est des profils qui peuvent aller Il est très plus bien. parti sur 1500 cette saison et je pense qu'il est allé sur 3000 steep parce qu'ils n'étaient pas qualifiés sur 1500. Je pense que c'était pas le plan initial. Mais je pense qu'Alexis, s'il arrive à peut-être. Bon, sur les haies, c'est vrai que. Que ce soit Ah, c'est pas Alexis une ou Louis, technique, c'était pas. ouais. Au Paris 2024, je me souviens, les franchissements, c'était. Bah, c'est technique, hein. C'est une certaine Ouais, technique, il y avait encore un peu de boulot, quoi. Ouais. Je pense Après, que on va sur- voir. Louis, il change de structure d'entraînement avec Charlotte. Pizzo, ils vont changer. Je crois qu'ils voulaient peut-être aller aux États-Unis de mémoire. Ils n'ont pas annoncé en tout cas. C'était avec Thierry encore Ouais, c'est ça. Mais Ouais. là, ils vont changer Ils viennent de d'annoncer structure. Ouais. qu'il quittait. Qui quittait Fontainebleau. Ouais. En bon terme d'ailleurs, on précise. Pas en bon terme Non, en bon si, terme. si, Ah en oui, bon oui. terme. Parce que je me disais quand même, c'est une famille. Si, en bon terme. Voilà, des amis de On précise Fontainebleau qu'il qu'on quitte- salue. On précise qu'ils ne quittent pas pour de Ouais. mauvaises raisons. Du coup, si on fait un peu un angle un petit peu transversal, une synthèse avant de passer un peu au focus matos, parce que je sais que vous aimez bien ça chez TRC. C'est ton métier, Charles. Qu'est-ce qu'on peut se dire un peu sur la physiologie, la tactique, sur des meetings rapides, là des meetings. Est-ce que voilà, on n'est pas un peu un changement de paradigme, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que maintenant il va falloir que nos athlètes peut-être, et ça passe aussi par le financement, parce que ça implique de moins faire de meetings, de moins de faire de courses aussi, des 20 km, parce que nos athlètes sont invités aussi sur ces courses-là, décrochent des cachets, les équipementiers aussi veulent qu'on soit présent sur le marathon de Paris, sur les grandes courses. Finalement, il faut, ça se prépare, il faut limite faire un peu abstraction du reste et travailler spécifiquement sur des grands championnats, parce que si on fait pas ça, on n'aura jamais de médaille en fait. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a un peu des deux. Tu vois, ça peut faire 6 mois. Tu as 6 mois, tu peux aller faire un peu de route et profiter de certaines courses et te faire mousser. Parce que, mine de rien, aller faire des meetings ou de la chasse au minima, en termes de visibilité pure, il y en a très peu de gens qui vont venir regarder ton meeting, et aller sur une course sur route, pour ton ego et ta visibilité, c'est quand même toujours intéressant, que ce soit pour toi ou tes sponsors. Donc je pense qu'il faut faire un peu des deux et la jouer intelligemment, moins faire, mais en fait, tu vois, il y a soit t'es qu'on appelle ça une pancarte, soit tu la joues intelligemment et tu joues sur des grosses courses qui te donnent de l'intérêt, quoi. Je pense que l'exemple à suivre, tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, mais ça va être Jimmy Gressier en fait. C'est un best case. Voilà, de toute façon, c'est notre seul médaillé, double médaillé. Faut regarder ce qu'il a fait cette année, et même pas que cette année. Ça fait un moment qu'il choisit bien ses courses. Il arrive à être à la fois visible et à en faire juste ce qu'il faut. Pas trop, bien.
Donc je pense que voilà, c'est l'exemple, à suivre. Pour moi, Etienne Daguinos suit exactement le même. d'accord. Il est équipé avec un vidéaste, il utilise les bonnes courses après les mêmes. Il a la même stratégie, je pense que voilà. Etienne Daguinos qui sera dans la tête d'un coureur justement avec TRC, pareil, on parlait avec Gabriel Tual aussi qui seront à retrouver dans les prochaines semaines sur le podcast dans la tête d'un coureur et justement on analysera un peu son regard. J'en ai pas trop parlé parce que je veux pas trop lui mettre la pression, tu vois. Je pense que nous des fois les médias on est là, on attend des résultats, on parlait tout à l'heure Sacha Zoya et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il faut aussi être un peu sous les radars, je pense que c'est important au début et voilà et puis après sortir un petit peu éclore. Messieurs, je vous propose qu'on passe à la dernière partie sur l'analyse un petit peu des équipementiers. Vous avez des choses à nous dire parce qu'il y a une deuxième bataille. Il y a les podiums des nations les plus médaillés, mais il y a aussi les podiums des équipementiers les plus médaillés. Alors, entre Adidas, Puma, ASICS, Nike, New Balance, qui a décroché le plus de médailles? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je crois qu'il y a une infographie qui était sortie par vos confrères de chez Runpack. Qu'est-ce que ça dit un petit peu de tout ça? Très bonne infographie effectivement de Runpack qu'on salue. Comme d'habitude, Nike en tête, ça change 50 pas. 50 médailles. Voilà, ça change pas parce qu'ils ont aussi une stratégie de sponsoring depuis des années. 37,6, oui, mais qui était un peu en retrait. Qui était un peu en retrait, mais au niveau. En fait, ils ont moins de volume, mais plus de top. Mais après, bon, Nike, en fait, chez les Américains, en fait, tu regardes déjà, les Américains sont en tête du classement des médailles. Nike est américain, donc voilà. Voilà, c'est Adidas. Oui, c'est vrai. Non, mais on voit une percée en tout cas. New Balance. Ouais. Donc finalement. Adidas qui est deuxième, 28% des médailles avec 38 médailles. C'est un classique. Adidas, voilà, qui fait quand même son retour dans la haute performance après des années un peu tristes quand même. Est-ce que dedans ils ont compté les Avanti de Jimmy Gressier? Ça, il faudrait demander. On enverra un petit message. Je pense. Je sais pas. De toute façon, c'est noté. En fait, il n'y a pas. Je sais pas s'il y a pas rappel. Alors on rappelle. Il le précise pas là. Si on a sorti une vidéo dessus. On va en parler après. Ne spoil pas. On va tout vous dire. Voilà, vous allez comprendre la nuance. Puma, moi que j'attendais pas. Alors Puma, alors là, il est sorti du bois. Dans les sauts, ils sont monstrueux. C'est les tout le monde dans les sauts. Ouais, mais personne. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on vend des chaussures, les gars. Faut vous réveiller. Ils sont à fond dans les concours et dans les sauts. Bah écoute, 24 médailles, on peut saluer quand même. ASICS, c'est un peu déceptif cette médaille. Eux, chez eux à Tokyo. C'est vrai quand même que. Ils n'étaient pas très présents sur la piste ces dernières années. Ouais. Et leurs pointes sont assez sous-cotées en vrai. Et là, je pense que le fait que sur le 1500, Nader, ASICS gagne avec. Nadia Batocletti également. Voilà, pour moi, c'était une marque qui est très présente sur la route, très appréciée, notamment avec la gamme Metaspeed, mais aussi la gamme entraînement. Très bonne qualité, des chaussures très durables. Très bonne, mais la piste est un peu moins connue ces dernières années. Et en fait, là, je trouve qu'en vrai, c'est un bon résultat sur la piste. New Balance 5 médailles, On Running aussi qui 3 médailles 2,3%, donc c'est je crois que c'est avec Chebet, non, je crois que c'est sur le 10 000 ils ont fait un doublé là-dessus avec elle et sur les paris 2024 ils avaient quand même non mais je crois que là tu vois c'est sur les triathlons c'est celui qui gagne le 3000 steeple qui est OAC et je pense que la Kenyan sur le 5000 et le 10 000. Une médaille pour Diadora. C'est la longueur. C'est la longueur. Sokomu, une médaille. Ensuite. Mais ça, c'est sur la route. Ouais. C'est sur la route, c'est sur le marathon Sokomu. Donc voilà, on peut féliciter. Alors, petite anecdote, Jimmy Gressier, athlète keep run, on sait que ça a fait. D'ailleurs, on a sorti une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Athlète keep run, c'est vrai que ça avait fait grand bruit. Beaucoup un peu avec Decathlon, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de bruit au début, puis après ça disparaît un peu. Là, j'espère en tout cas que ça capitalisera, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait plus trop du coup. Et puis la question que peut-être tout le monde se pose, est-ce que Jimmy a couru du coup avec des keep run, Vincent? T'as enquêté sur ça? Et pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait la pointe keep run existe. Il va courir avec là dans les prochains mois. Il n'a pas pu courir avec pour une raison de date d'homologation. Je crois que ça s'est joué même à très peu de jours. Comme par hasard. Non, mais je pense que ça peut être la bonne excuse, ça, l'homologation. On la connaît. Non, mais voilà, on sait de sources sûres qu'on ne peut pas citer. Mais que voilà, ça s'est joué à peu de choses. Les pointes, en tout cas, il les a validées. Elles sont sorties. Elles sont d'ailleurs dispo, référencées sur The Running Collective. En 42, 43 et 41. Il y a une raison simple pour ça, c'est que le pied échantillon de Jimmy, c'est du 42. Et avec un moule de chaussures, on peut faire une pointure au-dessus, une pointure en dessous. Donc cette pointe qui s'appelle la Keep Run Keep Sonic, donc vraiment longue, développée par Jimmy, voilà, en accord avec lui. Donc il va courir avec. Donc c'est vraiment le même moule que celui qui a servi. Exactement. Classe, ça, Exactement. Donc voilà, la pointe elle est sortie.
Il a effectivement pas couru avec, mais il tient parole parce qu'il l'avait dit. C'était au meeting de Boston, je crois, en début d'année, quand il venait de signer chez eux, qu'ils étaient en train de travailler dessus. Malheureusement pour Kiprun, il n'a pas pu courir avec là aux mondiaux. Et finalement, Ça a été une belle histoire. Hein. Ouais, mais Après, finalement, il a quand même le grand gagnant, c'est Adidas. Et c'est assez surprenant parce que. C'est Adidas, il a couru en Adidas. Il a couru en Adidas. Pas en Nike, hein, c'est quand même assez surprenant. Et Au début de sa transition. il restait en Nike Il parce reste en qu'on Nike. rappelle que son sponsor historique pendant des années c'était Nike qui courait en Dragonfly et il a changé au moment de la Diamond League. On l'avait vu en Adidas pour la première fois. Il remporte la Diamond League en Adidas. Depuis, il reste en Adidas et avec ce modèle-là, donc il fait champion du monde. Donc finalement, le grand gagnant dans cette histoire, c'est parce qu'il a sans doute dû payer ses chaussures. Les a-t-il achetés via The Running Collective ? Je ne pense. sais Je pense. A-t-il De utilisé sources le code quasi sûres, promo c'est bien probable. De sources, on lui demandera d'ailleurs, on lui enverra un Adidas message. aurait pu lui filer une paire quand même. Hein. Mais alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a changé parce que parce que Adidas, on rappelle, sponsor de la Fédé. Donc ça tombait bien en plus parce qu'il est habillé en full Adidas. Doté, Donc, ouais. voilà, grand gagnant, c'est la marque aux 3 bandes dans Oui, cette c'est vrai histoire. qu'on. C'est vrai, depuis Paris 2024, premier championnat du monde sous les couleurs d'Adidas avec des belles tenues. Ils sont Vous revenus avez du coup. pensé quoi Ouais, ils sont revenus. Oui, après, bien sûr, on se souvient Les tenues sont super jolies. Je pense. Après, c'est un avis perso. Très sympa, non, très sympa. Je trouve On que peut pas rougir. ça manque un poil de bleu pour être visible. C'est vrai qu'au début, on a eu du mal un peu à C'est s'y plus faire. rouge, ouais. En sachant qu'ils vont pas être changés avant les JO. C'est la tenue qui va rester. Ah ouais il y aura Oh, c'est pas de triste, tout changement de tenue avant les JO. Mais très jolie. Et puis la collection Ouais, elle est à très côté belle. qui va avec, également dispo sur The Running Collective, on le rappelle. Je précise quand même que sur route, Jimmy Gressier court bien en Kiprun, hein, je crois. Oui, Mm. et d'ailleurs, il a fait record d'Europe du 5 bornes à Lille avec donc la Kiprun qui vient de changer de nom, qui s'appelait KD900X Lab. C'était compliqué, elle s'appelle Keepstorm Lab maintenant, c'est plus simple. Et elle vient de sortir. Bon, messieurs, si on se projette un peu plus loin avant de terminer l'échange, on est un petit peu en retard. Prochaine très 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 grosse échéance, les JO Los Angeles 2028. Est-ce qu'on fera mieux que Paris 2024 ? Est-ce qu'on fera mieux que une médaille, que Jimmy Gressier qui nous ramène une médaille ? Est-ce qu'on peut y croire ? Moi, je vois 3 médailles. Bon, allez, sois un peu plus Non, généreux. non, quand 3 même. médailles, mais c'est énorme. hein. Moi, C'est je vois déjà- Sarah. C'est déjà fois x3 3, comparé à 2024. hein. Moi, je vois pas lancer le mini. J'ai un. Jimmy sur marathon, on le laisse sur piste. C'est le pense qu'il plan va se poser la initial. question. Mais Ouais, est-ce il que- vise, il pense. Je sais que Jimmy est convaincu qu'il peut faire 2-3 et il se trompe pour l'instant pas beaucoup sur Ouais. ses prédictions. et Après ses voilà, et ambitions. peut-être que est-ce que le plan va changer depuis cette voilà, c'est la question c'est qu'on peut se voilà, poser, on hein. verra. Mhm. Après, il a fini le jeu entre guillemets sur. Ouais, mais sur la après, piste. bon, il vieillit un petit peu aussi. Hein. Après, il aura quoi Ouais, Il aura 31 il ans. aura 31 ans. Ouais, mais sur piste, bon, tu vas me dire. On est vu à 31 ans. Je sais pas. C'est une vraie question. On a 31 ans. Non, on n'est pas vieux, mais sur un 5000 mètres, on est, tu vois. Mhm. On verra. De toute façon, c'est seul. Il Bon, va on peut y certainement. croire ou Je pas pense, je reste persuadé Si, qu'il fera un marathon Bah, il faut y avant croire. avant les JO et puis en fonction de ses résultats. Après, moi, je dis pas que ça va. J'en ai parlé d'ailleurs à son ancien, coach, parce que je pense que c'est toujours Adrien qui va. On n'a aucune idée Pour là-dessus. l'instant, ouais, c'est moi, encore flou sur Voilà, ça. je mets pas du tout. Jimmy est un très grand champion et vous savez tout le respect que j'ai pour lui, mais sur marathon, c'est pas si automatique que ça parce que aussi bien sur semi, ce qui est impressionnant au semi de Ouais, Paris, il on fait l'avait 59, vu, très fort. voilà, 59, il était monstrueux sur semi et je pense que c'est. Mais c'est plus facilement, tu vois, la passerelle 10 000 semi, c'est assez naturel. On On l'a sait que expérimenté, les grands coureurs de semi-marathon sont pas forcément les meilleurs. Hein. Souvenez-vous, même Breaking 2, où on Oui, avait vu sur Même les chez chronos. Ptegui, hein. Avec, Ouais. Exactement. Moi, je pense pas que. Et on voit même un Nicolas Navarro, son chrono sur 10 km, il n'est pas stratosphérique. Donc, moi, je mets quand même à voir sur De toute façon, marathon. ça sera pas le premier. De toute Voilà, façon, il y aura je mets à voir. Je pense que Je j'y aura suis pas- un c'est pas si expérience et automatique. après. Il faut voir où il le court le premier. Ouais. Parce que si. Mo voilà, Farah, on peut citer Mo Ouais, Mo Farah, Farah, il a tu jamais vois. passé, Typiquement, Mo Farah, excuse-moi, sur marathon. c'est jamais passé. Mm. Enfin, ouais. tout est relatif. Tout est mais- au niveau qu'il avait. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis, mais je demande qu'à me tromper. Ouais, Mais j'y sur crois. marathon, voilà, J'y je crois. sais pas. Il dit 2-3, c'est ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, ce sera moins automatique Oui. que sur semi.
Messieurs, merci beaucoup pour voilà, cette conclusion. J'espère que nos auditeurs ont, voilà, peut-être celles et ceux qui n'ont pas suivi tout, ils auront. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. Vous nous écrivez en commentaire avec bienveillance et gentillesse. Hein, ne nous insultez pas. Voilà, si vous pouvez, si vous voulez. Mais bon, voilà, c'est pas terrible. Ça fera du buzz. Et ça fera du reach. Ouais, mais je préfère ma santé mentale que les algorithmes. Laissez-moi tranquille avec les insultes. Merci beaucoup en tout cas de nous. Si vous nous avez entendu jusque-là, déjà merci parce que voilà, c'est un bel espoir. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Mercure Bordeaux Centre de nous avoir accueillis dans l'hôtel parce qu'en plus il y a une longue histoire, je vous la fais pas, mais à la dernière minute ils nous ont prêté une salle et vraiment voilà, si vous voulez vous avez un petit passage sur Bordeaux, n'hésitez pas à aller voir au Mercure Bordeaux Centre parce que franchement l'hôtel est canon et ils sont hyper sympas, donc voilà, merci encore à eux. Merci beaucoup Margot aussi de nous avoir accueillis et puis d'avoir représenté un peu cette belle ville de Bordeaux. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Salut les gars. Salut, merci Guillaume.